Monsieur le vice-président, un budget faussement social. Voilà en substance comment je qualifierais l'exercice comptable du Premier ministre et ministre des Finances pour l'année financière 2019-2020. Dans un souci de vouloir plaire et complaire à l'approche des prochaines élections générales, le ministre des Finances a annoncé une série de mesures qui, dans le concret, ne changent pas grand-chose au quotidien de la population, plus particulièrement de la classe sociale qui se trouve au bas de l'échelle. En exemptant de la TVA des produits tels que sagou, vermicelle, tourmoriant, entre autres, le ministre des Finances n'améliore en rien la qualité de vie des Mauriciens. Et il le sait pertinemment bien. Alors que la mesure visant à augmenter le Bad Weather Allowance des pêcheurs de Trentropie seulement n'est ni plus ni moins, à mon avis, qu'une insulte. N'en déplaise, monsieur le vice-président, à l'honorable Fauda, qui, dois-je le rappeler, a passé le plus clair de son temps ces dernières années à critiquer son propre gouvernement. Mais retournement de veste, c'est son choix. Les pêcheurs, monsieur le vice-président, n'ont pas besoin de la charité de l'État, mais d'encouragement pour exercer leur métier dans les meilleures conditions et d'une aide beaucoup plus adéquate que ces Trentropies. Autre secteur de l'économie qui a été peu considéré dans ce présent budget, les éleveurs de porcs. Face aux difficultés auxquelles font face cette industrie, les éleveurs s'attendaient à ce que le ministre des Finances apporte le coup de pouce réclamé par le biais des subsides sur la nourriture de qualité qui coûte beaucoup trop cher et des mesures pour développer le secteur et favoriser la production locale, entre autres. Rien à signaler dans le budget à ce niveau. À bien voir, ce budget accorde peu d'importance au social, alors que la population espérait des mesures pouvant soulager sa misère. À ce propos, nos aînés ont été déçus, car ils s'attendaient à une augmentation beaucoup plus conséquente, car le coût de la vie ne cesse d'accroître d'année en année, tout comme les prix des médicaments qui ne cessent de grimper. Adding insult to injury, ce gouvernement demande à nos vieux de prendre le mal en patience et d'attendre janvier 2020 pour recevoir cette somme, alors que nos parents et grands-parents ont besoin d'un soulagement immédiat. Le ministre des Finances, qui est également chef du gouvernement, vit coupé de la réalité. Il devrait savoir quels sont les besoins immédiats de la population et la soulager en conséquence. On peut se dire que le responsable de l'économie du pays a voulu justement présenter un budget responsable sans trop exagérer avec les dépenses. Mais, monsieur le vice-président, force est de constater que ce gouvernement jongle dangereusement avec les chiffres et préconise des opérations financières qui donnent de l'urticaire aux experts en économie. Et je me permets de citer l'économiste Pierre Dinant, dont la présentation n'est plus à faire. Et je le cite, « Il semblerait que l'on puisera dans ses ressources pour repayer la dette publique. Là, vraiment, je me demande ce qui va se passer. » Fin de citation. La proposition d'éponger la dette publique en utilisant 18 milliards de la Banque de Maurice est intrigante. Je me permets de mentionner encore une fois l'économiste Pierre Dinant, et je cite, « On est en train de faire l'amalgame entre la politique fiscale et monétaire. Ce qui est inacceptable dans le monde moderne de l'économie, ce n'est pas du International Best Practice. » Fin de citation. Monsieur le vice-président, ce quatrième budget du ministre des Finances est, à mon avis, une déception. Oui, il me déçoit, car un des problèmes majeurs auxquels le pays fait face actuellement est une absence totale de law and order. Il n'y a pas dans ce budget suffisamment de mesures pour améliorer le service de notre police, pour la rendre plus efficiente et pour rassurer une population mauricienne qui vit dans l'angoisse face à des bandits sans scrupules et des bandes organisées. Monsieur le vice-président, je voudrais aussi m'appesantir sur le secteur de la culture, véritable parent pauvre de ce budget, où pas une seule mesure significative en faveur des artistes a été annoncée par le ministre des Finances. Les artistes sont largement déconsidérés à Maurice. Trop souvent, on les considère comme étant des bénévoles à qui on fait des faveurs quand on leur permet de s'exprimer à travers leur art.
ce qui, à mon sens, est une insulte envers cette catégorie de travailleurs. Et nous constatons, budget après budget, que le ministère de la Culture ne se résume qu'à organiser des festivals, délaissant les autres pans de la culture mauricienne. Après les promesses électorales de décembre 2014, le bilan à ce niveau ressemble à une peau de chagrin. Il existe au niveau des arts et de la culture une absence totale de politique et d'orientation qui aujourd'hui a abouti à un manque de soutien institutionnel à des musées et théâtres délabrés, à un manque d'aide financière et logistique aux artistes de toutes les disciplines, à l'absence de formation artistique et de visibilité dans les écoles, entre autres. La liste des manquements est longue. Et pour ne citer que la dernière cacophonie au sein de ce secteur, c'est-à-dire la démission de quasiment tous les membres du National Art Gallery en raison justement de l'immobilisme au sein du ministère des Arts et de la Culture. Monsieur le Vice-président, il est inconcevable qu'à Maurice en 2019, les artistes mauriciens font encore face à d'énormes difficultés pour trouver un lieu convenable pour organiser des spectacles. Ce qui est encore plus inconcevable, Monsieur le Vice-président, est que cette situation perdure depuis l'indépendance du pays. Nous avons été témoins d'un triste spectacle au début du mois de mai autour de l'organisation du festival Nous Laissa. Un festival de musique qui a dû être renvoyé à la toute dernière minute en raison des complaintes des habitants autour de Val-de-Vie, le lieu où devait s'organiser ce rendez-vous. Monsieur le Vice-président, il y a un dicton qui dit « Un peuple sans culture est un peuple sans âme ». Est-ce à ce niveau que ce gouvernement veut réduire notre République? Il est grand temps, je pense, de mettre en place un fonds pour subventionner des artistes dans la création de leurs œuvres, tout comme je pense qu'il est aussi important de revoir les conditions attachées au fonds CSR afin de permettre aux mécènes et autres entreprises privées de financer la création artistique. Concernant le musée de l'esclavage, il est important de souligner que ce n'est qu'après que le comité diocésain 1er février ait tiré la sonnette d'alarme sur le retard accumulé dans la réalisation de ce projet que ce dossier a été réactualisé. À tel point que désormais c'est le bureau du Premier ministre qui s'en occupe, paraît-il, et non le ministère des Arts et de la Culture. Preuve que le laxisme existe bel et bien au sein de ce ministère qui a fait perdre un temps fou à tous ceux concernés par ce dossier. Monsieur le Vice-président, au chapitre de l'éducation, je ne peux cacher ma grosse déception, mais aussi ma stupéfaction. En réponse à une de mes questions parlementaires le 30 octobre 2018 sur la violence dans les écoles, la ministre de l'Éducation avait indiqué, et je cite, « 17 cases of violence involving students and teachers of some 178 state and private secondary schools across the 4 educational zones have been reported since January 2016 to date. » Fin de citation. Monsieur le Vice-président, ne dit-on pas que l'école est un espace où les enfants doivent vivre en liberté? Mais que voyons-nous quotidiennement? Des cas de violence et de harcèlement entre étudiants qui sont partagés sans retenue sur les réseaux sociaux et que certaines personnes prennent plaisir à poster des commentaires encore plus violents que les images qui sont diffusées. Monsieur le Vice-président, un cas de violence est déjà un cas de trop. Maintenant que la ministre vient nous dire qu'il y a eu 17 cas de violence en 2 ans, je considère que c'est une situation à la fois insoutenable et inacceptable. N'oublions pas que la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux font plus mal que les coups échangés entre les élèves. Les conséquences sont nombreuses et ce type d'harcèlement se termine souvent par un suicide. C'est une tendance malheureusement mondiale. Je suis déçu que ce problème n'ait pas été pris en compte dans ce budget. Ce gouvernement, Monsieur le Vice-président, donne la perception que ce problème est banalisé, quand on constate la léthargie avec laquelle cette question est prise en compte. Certes, la mesure annoncée pour le recrutement de 34 Discipline Masters est un pas dans la bonne direction. Mais des questions subsistent. Est-ce suffisant pour régler ce problème de violence récurrent au sein des établissements scolaires? Est-ce que cet encadrement va donner des résultats recherchés quand on sait que même des jeunes filles sont capables de brutaliser non seulement leurs amis, mais aussi des adultes?
Que se passera-t-il quand cette violence inouïe se déroulera dans la rue après les heures de classe, comme c'est souvent le cas? Dans sa réponse donnée à la question parlementaire du 30 octobre 2018, la ministre a étonnamment bien précisé, et je cite, « The security of our students and school personnel within the school premises have been at the heart of our concern. » Fin de citation. La violence, Monsieur le Vice-président, la violence estudiantine, elle l'est aussi dans la rue. La réforme de l'éducation n'est pas juste une question de changer les noms des différentes classes. Une vraie réforme, c'est quand l'école devient l'école du bonheur ou l'école de la République pour former des Mauriciens responsables et disciplinés. Et, Monsieur le Vice-président, le MMM au pouvoir brassera large sur ce dossier et invitera autour d'une table tous ceux concernés afin de trouver une solution durable à ce problème. Et ne dit-on pas que c'est dans l'écoute et les discussions que jaillissent les meilleures idées? Monsieur le Vice-président, je ne veux pas croire que la jeunesse de ce pays soit en perdition. Mais si on ne se bouge pas, cela pourrait bien être le cas. Et à chaque occasion qui m'a été donnée dans cette Chambre, j'ai toujours plaidé pour que le budget fasse plus de place à la jeunesse. Le gouvernement se bombe le torse avec le nombre de saisies de drogue dure, mais force est de constater que notre jeunesse se tue à petit feu avec les drogues de synthèse. Une drogue facile à fabriquer et disponible dans tous les coins et recoins de rue, dans les villes et les villages, à l'école, au collège et même dans les universités. Les drogues synthétiques représentent un vrai danger, aussi grand que les drogues dures. Si rien n'est fait pour stopper sa propagation, notre jeunesse fonce droit dans le mur et le pays avec. Les jeunes de ce pays sont tristes et malheureux. Il n'existe pas de politique qui leur est destinée. Les programmes destinés à la jeunesse ne sont pas suffisants. L'échec d'une politique pour le développement de la jeunesse est manifestement visible dans la société. Délinquance juvénile, montée de la criminalité, destruction de la fibre morale par la dépendance aux stupéfiants, troubles à l'école et même dans les lieux publics. Monsieur le Vice-président, ce sont des mots qui veulent dire que l'ensemble du système doit être revu. Depuis très longtemps, nous sommes en présence des programmes stéréotypés pour la jeunesse. Les vrais problèmes d'aujourd'hui sont occultés et ils ne peuvent être résolus avec une solution obsolète d'hier. Nous devons aider nos enfants à grandir. Ils devraient avoir la meilleure occasion pour se mettre debout afin de développer leur potentiel. Les programmes tels que le Youth Employment Programme sur le ministère de l'Emploi et le Youth Service Programme sur le ministère de la Jeunesse et des Sports n'ont jusqu'ici pas donné les résultats escomptés. On a récemment vu comment des hommes d'affaires sans scrupules ont pillé les fonds censés venir en aide aux jeunes dans leur quête d'un emploi. Le YSP, qui est devenu par la suite le National Youth Civic Service, est à mon avis un non-event. Sur les 3000 jeunes qui devaient être formés pour avoir un certificat de compétence, le ministre de la Jeunesse et des Sports est venu confirmer, en réponse à une question parlementaire, le 23 avril dernier, que seulement 318 jeunes sur les 3000 annoncés dans le budget 2018-2019 ont reçu une formation. Dans sa réponse, Monsieur le Vice-président, l'honorable ministre n'a pas été clair sur la qualité de la formation qui est dispensée, non plus sur le niveau des resource persons qui sont utilisés. Cette fois, le Premier ministre et ministre des Finances est venu avec une nouvelle trouvaille, la National Skills Matching Platform, pour évaluer les besoins de la formation. Monsieur le Vice-président, je ne dis pas que la formation n'est pas importante, bien au contraire, mais il y a toutefois la question suivante. Quand est-ce que ces jeunes auront du travail? Monsieur le Vice-président, ce quatrième budget du Premier ministre et ministre des Finances est une tromperie vis-à-vis de la population. Si ce présent budget ne vient qu'avec de petites mesures, avec pour seul objectif d'embobiner la population en cette année électorale, par contre, le Premier ministre a trouvé les moyens de consolider pour la 5e année consécutive les affaires d'un membre de la cuisine avec les nouveaux amendements apportés
à la GRA Act. Oui, Monsieur le Vice-président, les amendements proposés dans ce présent budget ont deux objectifs précis. Primo, l'étatisation des courses mauriciennes. Et secondo, favoriser à outrance les opérateurs de paris associés à une compagnie en particulier. La mesure la plus révélatrice et qui va avoir des conséquences immédiates sur l'industrie des courses est la suppression pure et simple de la licence des bookmakers of course, c'est-à-dire les bookmakers qui opèrent hors du champ de masse. Une décision, Monsieur le Vice-président, qui favorisera nul autre que cette compagnie proche du gouvernement, qui a le droit d'opérer dans chaque coin de rue des villes et villages de ce pays. Dans certaines régions, Monsieur le Vice-président, la présence d'un comptoir de cette compagnie et ses satellites sont de véritables fléaux et qui causent préjudice à bon nombre de familles mauriciennes. Et l'autre conséquence de ces amendements est le risque de courir vers une augmentation importante des paris illégaux, alors que de l'autre côté, c'est une certitude que les chiffres d'affaires de la compagnie en question seront en nette augmentation. Monsieur le Vice-président, il faut savoir que les bookmakers of course enregistrent environ 900 millions de paris annuellement. Ces 900 millions seront désormais redirigés vers nul autre que ce proche de la cuisine et ses compagnies satellites. L'autre mesure qui favorise nettement cet opérateur est l'exemption d'une police clearance pour ces outlets. Cette mesure est carrément dangereuse et ouvre une porte pour faire du n'importe quoi. Monsieur le Vice-président, il est clair que ces amendements à la GRA Act visent uniquement à faciliter l'implémentation à travers l'île de betting outlets proposant quotidiennement des paris sur les courses étrangères au détriment des courses locales. C'est inacceptable, Monsieur le Vice-président, qu'un gouvernement utilise un budget pour favoriser un de ses financiers, alors qu'on sait pertinemment bien que le jeu est source de beaucoup de conflits au sein des familles. Cause de promesse pour qui Maurice pas un pays zougadère. La situation, Monsieur le Vice-président, aujourd'hui est pire qu'avant. Monsieur le Vice-président, l'heure est au bilan. Et au niveau de la santé, ces 4 dernières années a été un vrai parcours de combattant pour les Mauriciens qui utilisent le service public. Et je ferai abstraction du passage catastrophique de l'honorable Gaillan à ce ministère. Par contre, je ne peux rester silencieux face à la misère d'une majorité de la population qui subit un service de santé défaillant. Des enfants ont laissé leur vie, des familles ont été anéanties par certaines pratiques au sein de nos hôpitaux, alors que durant ces 4 dernières années, le gouvernement a passé le plus clair de son temps à faire des promesses. Comme l'hôpital pour le traitement du cancer, qui n'a toujours pas vu le jour, l'achat des Linear Accelerators, toujours pour le traitement des cancéreux, se fait toujours attendre. Et dans ce présent budget, le Premier ministre a annoncé que le ministère de la Santé mettra sur pied une unité de transplantation rénale. Je souhaite, Monsieur le Vice-président, que cela ne reste pas qu'un effet d'annonce. Dans cette longue liste de promesses faites au niveau de la santé, j'ose espérer que celle faite par le Premier ministre pour l'achat d'une nouvelle caravane pour effectuer les tests de VIH-Sida ne sera pas qu'une vaine promesse. Car même à ce niveau, il y a urgence. En 2018, sur la base des statistiques du VIH, 155 décès ont été enregistrés. L'un des plus élevés depuis que les statistiques sont disponibles. Le budget ne fait aucune mention, Monsieur le Vice-président, cependant sur l'amélioration des soins de santé essentiels aux personnes vivant avec le VIH et SIDA. Selon les ONG, il existe un énorme problème de stigmatisation et de discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH dans le système de santé. Une situation qui éloigne malheureusement Maurice de l'objectif fixé par l'ONU-SIDA dans la lutte contre cette maladie. Et toujours selon les ONG, les médicaments antirétroviraux ne peuvent être obtenus que par l'État et non dans le privé, ce qui constitue, à mon avis, un véritable vide dans le système de santé. Les personnes souhaitant se faire soigner en privé
devrait avoir la possibilité de le faire. Et il faudra, je pense, un autre regard sur cette question et que le ministère de la Santé se montre plus indulgent. Et je dois aussi souligner que l'environnement à l'hôpital Candos, où les personnes vivant avec le VIH sont traitées, n'est pas approprié. Comme pour le traitement du cancer, l'espace est petit et les gens peuvent difficilement se déplacer d'un endroit à un autre. La salle de consultation utilisée par le médecin généraliste est étroite et inadéquate pour les examens des patients. Il n'y a pas d'espace pour que les travailleurs sociaux et le psychologue fournissent des informations supplémentaires aux patients. C'est sans doute une situation à revoir au plus vite. Monsieur le vice-président, pour aborder le chapitre de la drogue, je vais citer le ministre Mentor. Et il avait dit « L'océan Indien est devenu une plaque tournante du trafic de drogue ». Affirmation faite lors du Ministerial Maritime Security in Eastern and Southern Africa and Indian Ocean, le 11 juin dernier au bureau du Premier ministre. En fait, Monsieur le vice-président, ce n'est pas uniquement l'océan Indien qui est une plaque tournante pour le trafic de drogue, mais l'île Maurice avec. La prolifération des drogues, qu'elles soient dures ou synthétiques, n'a jamais été aussi importante ces dernières années. Le rapport de la commission d'enquête Lam-Shanlin a démontré noir sur blanc l'ampleur de ce trafic, qui sont ceux qui en tirent profit et qui en sont les complices. La situation est telle que les prisons mauriciennes se sont transformées en véritables plaques tournantes pour l'organisation du trafic de la drogue. En fait, le rapport de la commission Lam-Shanlin n'a pas eu de conséquences sur le trafic et les marchands de drogue, redouble d'imagination et de stratégie pour faire entrer ces produits illicites à Maurice. Ils sont allés jusqu'à utiliser des enfants comme passeurs, et ce gouvernement veut nous faire croire que la situation est sous contrôle. Et j'invite d'ailleurs le Premier ministre d'aller faire un tour sur le terrain pour constater de visu l'ampleur du dégât, surtout chez les jeunes. Ici même dans cette chambre, j'ai attiré l'attention à multiples occasions du rajeunissement inquiétant, tant chez les consommateurs que chez les revendeurs de drogue. Et après le rapport Lam-Shanlin, je m'attendais à ce que le Premier ministre prenne les taureaux par les cornes et vienne avec des décisions importantes. Rien, Monsieur le Vice-président, même la proposition du rapport Lam-Shanlin pour l'ouverture d'un centre de traitement pour les jeunes n'a pas été considérée. Alors que la crédibilité du task force mis sur pied par le gouvernement, justement dans le sillage du même rapport, est sérieusement remise en question. Et depuis la fermeture de l'ANATRESA, il y a plus de 2 ans, beaucoup pensaient que le gouvernement allait venir avec une nouvelle structure. Et pourtant, dans son budget speech, le Premier ministre a indiqué que « We have no mercy for those who are dealing in illicit drugs, but we must show compassion for the innocent victims ». Le Premier ministre parle de victimes innocentes, mais aucune mention n'est faite dans le budget pour la réhabilitation, le traitement et les réductions de risques, qui sont essentiels pour venir en aide aux usagers des drogues. Nous connaissons tous l'ampleur de la consommation de drogue, et les ONG qui militent pour la réhabilitation des consommateurs des drogues mènent une lutte sans fin pour obtenir des fonds adéquats pour réussir dans leur mission. Car nous ne pouvons pas mesurer le succès de la lutte contre la drogue uniquement par les saisies, les arrestations et l'augmentation du budget alloué à là-dessous. Les mesures sanitaires et sociales sont tout aussi importantes. Malheureusement, rien n'est mentionné dans ce budget. Monsieur le vice-président, le continent africain s'est montré solidaire à notre égard, encore une fois lors du vote concernant notre territoire, l'archipel des Chagos. Je saisis cette occasion pour apporter notre voix au remerciement fait à l'ensemble des États membres de l'Union africaine pour ce soutien constant à notre lutte. Malheureusement, nous ne faisons rien, ou presque rien en termes de participation assidue et conséquente dans les délibérations en vue de dégager des politiques communes du continent africain. Et ceci, que ce soit au niveau de l'Union africaine elle-même ou les communautés économiques régionales auxquelles nous appartenons. Bien souvent, nous sommes absents au niveau requis, ce qui m'amène, Monsieur le Vice-président, à dire de nouveau que nous péchons par un manque total de vision et de planification dans le domaine de notre politique étrangère et économique sur le continent africain. Nous avons jusqu'ici failli à définir une politique cohérente vis-à-vis de cette région, à laquelle nous appartenons et qui nous est chère. Nous avons certes eu droit à certaines annonces, mais sans plus. On a l'impression que ces annonces ont été faites pour acquis de conscience, et notre stratégie dite africaine s'arrête là. Que font nos représentations diplomatiques qui se trouvent sur le continent?
elles sont quasiment inexistantes. Un instrument majeur est en train de se mettre en place sur le continent, ayant justement, entre autres, le commerce intra-africain et la consolidation de la coopération régionale et l'intégration continentale. Je me réfère ici à la zone de libre-échange continentale. Nous avons été parmi ceux qui ont signé l'instrument à Kigali, mais d'après mes informations, Maurice n'a pas encore ratifié cet accord. Est-ce qu'il y a une raison valable pour ce retard, alors que le nombre de ratifications requises pour l'entrée en vigueur de cet accord a été atteint? Les annonces faites ne concernent que le bilatéral, que ce soit à Madagascar ou encore au Kenya. La question que l'on doit se poser est la suivante. Quelle suite a été réservée à ces grandes annonces faites dans les budgets précédents et accords signés avec certains pays tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Ghana? Rien n'a été dit à ce sujet et on n'entend rien de concret. Il fut un temps, Monsieur le Vice-président, où Maurice était à l'avant-garde dans les instances africaines et sa voix se faisait entendre et respectée. Aujourd'hui, le constat que nous faisons est que notre participation au niveau des prises de décision dans le dégagement des politiques communes africaines laisse à désirer. Monsieur le Vice-président, le sport est un secteur qui fait souvent honneur au pays. Il n'y a pas de meilleur ambassadeur de la République que ces sportifs qui brillent et font flotter notre quadricolore à l'étranger. Je profite de l'occasion pour féliciter les kickboxeurs Fabrice Bollock, Warren Robertson, qui ont décroché l'or à la Coupe du Monde en Italie durant le week-end, et aussi Catherine Rabot, qui a terminé sur la plus haute barre du podium au championnat du monde amateur de bodybuilding. Comme j'ai indiqué plus haut dans mon intervention, l'heure du bilan a sonné pour ce gouvernement. Dans presque tous les secteurs, le constat n'est guère reluisant. Le monde sportif n'y échappe pas à ce tintamarre face à laquelle la colère gronde de plus en plus. Monsieur le Vice-président, le bilan de ce gouvernement dans ce secteur est 2 ministres de sport, une nouvelle loi, une autre en préparation pour corriger les erreurs de l'actuel et une liste exhaustive de promesses non respectées. En cette année où les 10e Jeux des îles se tiendront chez nous, dans une trentaine de jours, je ne voudrais pas être de mauvaise foi et venir acculer le mouvement sportif mauricien. Il y a des choses, cependant, Monsieur le Vice-président, sur lesquelles je ne peux me taire. Je ne peux effectivement ne pas m'offusquer quand un sportif qui a défendu le quadricolore meurt par manque de soins adéquats, après s'être blessé pendant une compétition. Avant de continuer, Monsieur le Vice-président, permettez-moi de rendre hommage à Xavier Koenig, Jacques Raphaël, tout comme à Alougen Kanjamale, qui sont partis trop tôt. À tous ceux et celles que ces deuils affligent, je voudrais présenter en mon nom personnel et celui du MMM nos plus vives sympathies. Monsieur le Vice-président, permettez-moi de prendre le temps de la Chambre pour évoquer le cas du judoka Alougen Kanjamale, afin de démontrer les travers qui existent dans la Sports Act votée en 2016 par ce même gouvernement. Ce jeune homme est mort après une blessure lors de la pratique de son sport de prédilection, c'était en 2015. À travers ce décès, je veux dénoncer d'une part le non-respect de la loi, notamment la section 6.1d du Sports Act 2016 par l'ensemble des fédérations sportives à Maurice, et d'autre part l'immobilisme du ministère de la Jeunesse et des Sports sur ce dossier. Absolument rien pour forcer les fédérations sportives à contracter des polices d'assurance en bonne et due forme pour les sportifs, qu'ils soient de niveau amateur ou de haut niveau. Le cas Alougen Kanjamale n'est pas une exception. Le cas de ce jeune judoka est le dernier d'une longue liste de sportifs qui ont grandement souffert de cette situation et pour certains, leurs carrières ont été brisées à jamais. La faute à certaines fédérations, et c'est ici que repose toute l'hypocrisie dans cette triste affaire, et qui, pour être en règle avec la loi, contracte une police d'assurance de façade avec un ministère des Sports complice de cette situation. Alors que selon la loi, la responsabilité d'une fédération, c'est de s'arranger pour avoir une assurance appropriée et adéquate pour leurs licenciés, contre les accidents durant les compétitions et lors des entraînements avec leur équipe nationale uniquement. Certaines fédérations achètent des polices d'assurance globales qui, en vérité, n'assurent aucune couverture financière à un athlète en cas de blessure. Je dois faire ressortir que dans la loi de 2013, les fédérations avaient aussi l'obligation d'avoir une assurance pour leurs athlètes, même pour une simple séance d'entraînement, et non uniquement pour les entraînements avec leur sélection nationale, comme c'est le cas depuis 2016. Dans le monde des assurances,
On appelle cela une blanquette cova, c'est-à-dire ce n'est qu'au lendemain d'une blessure qu'un athlète fait face à la dure réalité. Et le MMM au pouvoir, Monsieur le Vice-président, demain s'assurera, dans le plus bref délai, que les droits des athlètes soient respectés. Je me répète, le bilan de ce gouvernement en matière de sport est pitoyable. En cette année d'organisation des Jeux des îles, l'heure était sans doute à l'apaisement dans un esprit d'unité et de solidarité. Surtout par respect pour ces athlètes qui ont mouillé leur maillot pour gagner leur place afin de défendre les couleurs de Maurice. Cependant, comment puis-je garder le silence face à l'amateurisme inquiétant du comité d'organisation des Jeux, le COJI Maurice, dont le président n'est autre que le ministre de la Jeunesse et des Sports? La dernière bêtise en date est le contrat de 18 millions que nous savons tous alloué à Grey Mauritius pour la production, entre autres, de clips promotionnels. Comme nous le savons tous, cela s'est terminé par un cas de plagiat de la vidéo officielle des Jeux Olympiques de Rio 2016, et ce qui nous couvre de honte. Monsieur le Vice-président, dès le départ, les décisions du COJI ont été les unes après les autres une source d'incompréhension, à commencer par le choix des disciplines, où visiblement des amis ont été privilégiés par rapport à d'autres sports qui méritaient leur place aussi bien au programme des Jeux. Je me pose encore la question pourquoi le handball et le tennis n'ont pas été choisis pour les Jeux. Monsieur le Vice-président, la construction du complexe sportif de Côte d'Or devrait avoisiner les 5 milliards. Nous sommes à moins de 30 jours des Jeux. La piscine et le gymnase ne sont toujours pas livrés. Est-ce que nos nageurs et judokas auront l'occasion de tester ces sites de compétition avant que ne débutent les compétitions elles-mêmes? Nous ne le savons pas. Autre aberration, Monsieur le Vice-président, est l'absence d'un vrai village des Jeux pour les 10e Jeux des îles. À la place, le COJI a opté pour des hôtels pour héberger les athlètes, et nous l'avons vu aujourd'hui pour un budget global de 150 millions. Et cela, comme on le devine, sans passer par des appels d'offres. Un projet de logement social aurait dû être mis en chantier dans le cadre de ces Jeux. Et une fois les athlètes partis, le gouvernement aurait pu revendre ses appartements à des prix raisonnables pour récupérer ne serait-ce une partie de l'argent investi. Et vous savez quoi? Les prix des tickets pour les compétitions vont varier de 100 à 300 roupies pour les Jeux des îles. Croyez-vous que ce soit abordable, surtout pour les jeunes étudiants? À vouloir placer la barre haut et organiser des Jeux 5 étoiles, on fait payer l'addition au peuple, ce qui est à mon avis révoltant. Le budget 2019-2020 vient démontrer malheureusement que le gouvernement ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Rien pour les sportifs après les Jeux. Pire, le budget opérationnel du ministère de la Jeunesse et des Sports connaît une baisse, alors que les fédérations s'attendaient à une hausse de leur grante. Et encore une fois, ce gouvernement commet la bêtise de croire que le sport ne se résume qu'au football. L'intention de mettre sur pied une école de foot de niveau international, avec le concours du club anglais de Liverpool, est fort louable. Mais tant que rien ne sera signé ou présenté concrètement, je ne ferai pas de plus amples commentaires sur ce projet. Car l'académie de football avec West Ham United et le projet avec Montpellier et Hérault sont encore frais dans les mémoires. Ce gouvernement est expert dans les promesses non tenues. À ce chapitre, j'avoue mon incompréhension devant l'annonce du Premier ministre dans son discours à l'effet que la Mauritius Multisports Infrastructure Limited will sign an agreement with the Liverpool Football Club Athletics Ground Limited from the UK to set up an international football academy soccer school at Côte d'Or. En quelle capacité, Monsieur le Vice-président, cette compagnie signera ce contrat avec l'Académie de football de Liverpool? J'espère que le Premier ministre et le ministre des Sports viendra avec des explications claires, nettes et précises sur cette annonce, car des doutes subsistent sur la véracité d'un tel projet. Pourquoi ne pas rendre publiques les correspondances échangées à cet effet? Lorsqu'on analyse les mesures squelettiques pour le sport dans le budget 2019-2020, on a l'impression qu'après les Jeux des îles, ce sera le déluge. Une fois la grande fête de l'océan Indien terminée, le sport mauricien sera à nouveau confronté à la triste réalité, à sa misère noire. Le ministère, avec un budget réduit, donc pas de grande marge de manœuvre pour les fédérations indistinctement, et rien en termes de politique pour le sport de haut niveau, qui est la vitrine du pays dans les manifestations sportives à l'étranger. Pour la partie sport, Monsieur le Vice-président, je résumerai le budget en ces mots. ENA million, PENA vision. Avant de clore ce chapitre, je voudrais dire bonne chance au Club Maurice qui défendra les couleurs du pays aux 10e Jeux des îles dans un mois.
Et pour clore, Monsieur le Vice-président, sur le chapitre des Jeux des îles, je lance un appel au Premier ministre, au gouvernement, pour que les parlementaires soient accrédités pour assister aux compétitions et soutenir nos athlètes. Tous les parlementaires, et je parle sous la correction de mon ami le Chief Whip, qui lui aussi, je sais, est un grand amateur de sport. Monsieur le Vice-président, au niveau de ma circonscription, je ne peux passer sous silence le triste spectacle que nous assistons quotidiennement dans le centre-ville de Beaubassin. Avec les travaux du métro express, toute la circulation a été chamboulée et les usagers de la route vivent un véritable cauchemar. Les embouteillages monstres, principalement aux heures de pointe, sont un spectacle de désolation. La même cacophonie est notée au niveau de la région de Berkeley. Les habitants vivent un immense stress, notamment en raison d'une pollution constante où poussière et odeurs indésirables pénètrent à l'intérieur de leur maison. La région de Canot attend toujours son terrain de football, un sujet sur lequel je m'exprime depuis plusieurs années déjà, et les décideurs sont restés insensibles à la requête des jeunes de ce lieu. Il est clair, Monsieur le Vice-président, qu'ils paieront le prix fort lors des prochaines élections. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Monsieur le Vice-président, pour conclure, je dirais que le budget 2019-2020 représente un exercice de fin de règne, avec des mesures insignifiantes, rien que pour embobiner la population. Un budget pour tenter de sauver les meubles dans un espoir de gagner les prochaines élections générales. Pire, le Premier ministre et le ministre des Finances se permet de jouer un jeu dangereux avec le ciblage d'une catégorie de la population par des mesures spécifiques. Une énième tentative pour diviser la population à quelques mois des élections générales. Monsieur le Vice-président, je me permets de reprendre une déclaration de Ramesh Basantroy, ancien gouverneur de la Banque de Maurice, dans l'Express du lundi 17 juin 2019, et qui résume parfaitement la situation financière de Maurice. If the government had been a private enterprise, it would have been on receivership already. Merci.